Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sandrine Lefoy, donc je suis naturopathe, formée ici chez Isupnat. Diplôme que j'ai obtenu en 2014. Avant ça, j'ai fait une formation en systémique familiale, ce qu'on appelle les constellations familiales, mais la traduction est, je trouve, assez mauvaise. J'ai également fait une formation de responsable de communication, puisque c'était mon ancien métier dans mon ancienne vie, on va dire. J'ai fait aussi une formation de shiatsu et d'énergétique humaine. J'ai tourné autour de pas mal de choses avant d'arriver à la naturopathie et de trouver ma planète. Et à la base, j'ai un DUT en technique de commercialisation, obtenu il y a maintenant bien longtemps. Aujourd'hui, je viens d'ouvrir le centre des Belles Humeurs dans le Tarn, qui est un centre où je propose des séjours de jeûne et randonnée et des séjours d'hygiène de vie naturopathique, où les gens viennent pour découvrir que l'hygiène de vie naturopathique, c'est finalement pas très compliqué. Ça peut être sympa, ça peut être drôle et ça peut être agréable de manger, de vivre un peu sainement. Avant ça, de 2003 à 2013, j'étais responsable de communication. Voilà, ça c'est la partie très théorique. Dans la pratique, ce qui fait que j'arrive devant vous ce soir, c'est un parcours personnel. Alors en communication, on dit qu'une image vaut 10 000 mots. Donc j'ai trouvé une image de moi, il y a à peu près 5 ans. Donc j'ai essayé à peu près tous les régimes de la Terre, je pense, du régime protéiné au régime de Sonia Dubois, voilà, avant de trouver la naturopathie et non plus de faire les choses par la volonté, de les faire par la compréhension, ce qui a considérablement changé la donne. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que la naturopathie est une baguette magique, ça ne veut pas dire que le jeûne est une baguette magique. C'est à chacun de trouver sa solution. En tout cas, la mienne, elle est passée par là et ça a été aussi un long travail sur l'aspect psychologique de la chose. Voilà. Mais disons que quand j'accompagne des jeûneurs ou des gens en hygiène de vie, sur le travail en tout cas qui concerne les émotions et l'alimentation, j'ai un petit peu d'expérience. Voilà. Donc c'est ça que je voudrais partager avec vous ce soir. C'est un partage de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vécu. Ça reste ma vision, donc c'est important que vous gardiez un esprit critique par rapport à ce que je vais vous dire. Hein. Je vais argumenter, je vais vous donner des arguments scientifiques si on veut. Mais en tout cas, voilà, ça reste et c'est mon expérience que je partage avec vous. Donc le sommaire, rapidement, on va voir l'histoire du jeûne parce que il y a des gens qui ont découvert ça depuis très longtemps et c'est important de leur rendre hommage parce que sans eux, je ne serais peut-être pas là ici ce soir. On va aller assez vite parce que ça, vous le trouverez dans tous les bouquins sur Internet. Ensuite, on va voir pourquoi on mange et ce qui se passe quand on mange, parce que pour comprendre les mécanismes du jeûne, c'est bien de comprendre avant ce qui se passe quand on ne jeûne pas. Donc sur les signaux, sur les processus d'alimentation, le métabolisme hors jeûne et la balance énergétique. Ensuite, nous allons venir au vif du sujet, au jeûne. Donc pareil, on va voir par comparaison le métabolisme pendant le jeûne. Quels sont les effets du jeûne? Quelles sont les contre-indications? Parce qu'il y en a. On va aborder très rapidement les biothérapies. Quelques petits conseils pour réussir son jeûne, mais si vous allez dans un centre de jeûne et randonnée par exemple, ce sont des choses qu'on vous expliquera également. Et puis chaque centre a ses particularités. Et si on a le temps pour terminer, très rapidement, je vous parlerai un petit peu des recherches qui sont en cours sur le jeûne, parce que les scientifiques et les médecins commencent à s'intéresser à ça. Et il y a pas mal de choses qui bougent. Donc moi, je ne suis pas là pour vous parler du jeûne thérapeutique, hein, que les choses soient bien claires, le jeûne dans le cadre de la naturopathie. Mais c'est intéressant, puisque l'intitulé, c'est tout savoir sur le jeûne, donc c'est bien qu'on aborde aussi ces points-là. Donc en introduction, je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'est la naturopathie et ce qu'elle n'est pas.
Parce que souvent on confond naturopathie et naturothérapie. La naturopathie, ce n'est pas remplacer un médicament par une plante ou une huile essentielle ou quelque chose de naturel. Ça, c'est de la naturothérapie. La naturopathie, c'est la médecine traditionnelle de l'Occident, au même titre que l'Ayurveda et la médecine de l'Inde ou la médecine chinoise, la médecine de l'Asie. Mais en tout cas, ce n'est pas simplement remplacer les médicaments. Et en tout cas, ce n'est pas le rôle du naturopathe, ça c'est le rôle du médecin. Donc en naturopathie, on ne va pas chercher à faire taire un symptôme. Moi, c'est cette démarche qui m'a intéressée parce que l'image que j'utilise souvent, c'est quand on reçoit un message, par exemple, du percepteur qui ne nous fait pas tellement plaisir, ça ne me paraît pas logique comme réaction de chercher à descendre le facteur, en fait, qui apporte le courrier. Et quand on essaie de faire taire un symptôme, c'est un peu ça la démarche. C'est le corps qui envoie un message et on essaye de faire disparaître le messager. La naturopathie, ça va plutôt être aller chercher la cause et l'expéditeur de ce message et utiliser la force vitale du corps, si elle est suffisante, pour permettre au corps de faire son rééquilibrage tout seul. La naturopathie, c'est ça. Donc quand vous allez voir un naturopathe, prévoyez un petit peu de temps parce qu'une consultation, c'est au moins 1h30, voire 2 heures. Parce qu'il va vous poser plein de questions, il va regarder plein de choses. Un naturopathe ne va pas s'intéresser à la maladie, ça c'est le rôle des médecins, c'est chacun son travail. Un naturopathe va faire un travail sur la santé, il va s'intéresser à la santé. Il ne va pas faire un diagnostic, ça c'est le privilège des docteurs en médecine. Il va vous faire un bilan de vitalité. Quelle est votre vitalité? Sur quoi on va travailler pour permettre au corps de réguler les choses tout seul le mieux possible. Donc c'est ce qu'on appelle travailler sur le terrain. Donc de la santé, on va s'appuyer sur la force vitale. Alors la force vitale, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est l'expression, la force avec laquelle la vie va s'exprimer dans un corps. Et là-dessus, on est tous différents déjà à la base. Je pense que vous avez tous des exemples de gens, on appelle ça des forces de la nature, qui dégagent une énergie, qui ont une force incroyable. Et il y a des gens qui sont un petit peu plus, on les sent un petit peu moins forts, un petit peu moins costauds. Et même nous, au cours de notre vie, il y a des passages où effectivement on a la pêche, on a la force, et des passages où on l'a moins. Donc le premier travail du naturopathe, ça va être d'estimer cette force vitale, parce que sans cette force vitale, le corps ne va pas pouvoir faire grand-chose. Là-dessus, chacun est différent. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'un bilan naturo, ça prend du temps, parce que les recettes toutes faites et les copier-coller qui vont à tout le monde, ça n'a pas trop de sens. On a tous un nez, il nous sert tous à respirer, mais aucun d'entre nous n'a le même nez. À l'intérieur, c'est exactement la même chose. On a tous un fond, on a tous un système digestif, mais ils sont complètement différents. Et donc, une hygiène de vie alimentaire qui ira pour une personne ne peut pas aller pour une autre. Donc il va y avoir tout ce travail estimatif à faire pour mettre en place une hygiène de vie adaptée. Alors le jeûne dans tout ça, c'est un des outils que peut proposer le naturopathe. Et ce que je vous propose d'explorer dans cette conférence, c'est en quoi est-ce que le jeûne peut permettre justement d'accompagner cette force vitale, de l'aider et de faire que le corps soit meilleur conducteur de cette force vitale. Ça paraît un petit peu paradoxal parce que souvent quand on parle de jeûne, on se dit, et moi la première fois que je suis allée jeûner, je me suis dit je ne vais plus avoir de force, je vais pas être en état, donc comment est-ce que ça peut régénérer et faire du bien et me redonner une force vitale? C'est ce qu'on va explorer un petit peu ce soir. Rapidement, l'histoire du jeûne. L'histoire du jeûne, elle est aussi vieille que l'homme. L'homme étant arrivé sur Terre avant les frigos et les supermarchés, il est évident qu'au départ, il n'avait pas à manger, on n'avait pas à manger comme aujourd'hui à tous les coins de rue.
Et l'homme était un chasseur-cueilleur. Et il y avait certaines périodes dans l'année où effectivement il ne mangeait pas parce qu'il ne trouvait pas forcément toujours à manger. Donc notre corps, on va le voir, a en lui des mécanismes en fait pour gérer le jeûne parce qu'il a été conçu pour ça. Et je pense qu'il digère beaucoup mieux le manque de nourriture de temps en temps, bien sûr dans des proportions qui sont raisonnables, que l'excès de nourriture tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. Quelques exemples de gens qui ont jeûné. Pythagore, on sait qu'il a fait un jeûne de 40 jours. Hippocrate, qui est le père de la médecine, a dit « Si le corps n'est pas purifié, plus vous le nourrissez, plus vous lui ferez du mal ». Dans les années 50, il y a eu beaucoup, je ne sais pas s'il y a un reportage qui est assez connu, qui est passé sur Arte, qui s'appelle « Le jeûne nouvelle thérapie ». Où sont expliqués voilà, les travaux, toutes les découvertes qui ont été faites en Russie dans les années 50 par un psychiatre qui s'appelle le docteur Nikolaïev. Il a fait un nombre incalculable d'études, il a accompagné beaucoup de jeunes, et là ces études n'ont pas été traduites. Mais en tout cas, le jeûne a été inscrit dans la politique de santé russe dans les années 80 parce que toutes les études qui ont vérifié ces dires et ces travaux ont effectivement attesté du fait que le jeûne avait bien certaines vertus thérapeutiques. Dans les religions, dans toutes les religions, quasiment, on a des périodes de jeûne, que ce soit Yom Kippour, que ce soit le Ramadan, que ce soit le Carême, il y a toujours eu des périodes de jeûne. Alors dans certaines religions, c'est pour faire pénitence, dans d'autres religions, c'est pour, au contraire, intensifier l'expérience religieuse. Quoi qu'il en soit, ça donne aux jeunes une dimension spirituelle. Alors, c'est une question qu'on ne va pas trop aborder ce soir. D'abord parce que ce n'est pas des choses qui sont vérifiables. Et ce soir, je vous parlais de choses qui sont vérifiables. Et puis, l'aspect spirituel du jeûne, il y peut y en avoir un, mais c'est propre à chacun. Et je crois que c'est quelque chose qui se vit. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique et qui se commande, parce que ça sera forcément différent pour chacun. Les pionniers du jeûne, donc j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein. Là, ce sont les principaux. Beaucoup de médecins qui ont découvert le jeûne en fait parce qu'un patient ne pouvait pas manger ou pour eux-mêmes et qui l'ont ensuite appliqué. Alors là, c'est du jeûne thérapeutique, on est bien d'accord. Ce n'est pas le jeûne dont je vais vous parler moi en naturopathie. Le docteur Tanner qui a fait un jeûne de 42 jours parce qu'il avait une inflammation à l'estomac. Le docteur Edgar Dewey, qui lui avait fait des études de médecine et qui découvre par hasard le jeûne grâce à une patiente qui avait une inflammation à l'estomac et qui ne pouvait plus manger. Le docteur Hartelet, le docteur Buchinger, vous avez peut-être entendu parler des cliniques Buchinger. Il y en a une en Allemagne, il y en a une en Espagne absolument. Donc pareil, c'est du jeûne thérapeutique. Il avait découvert ça parce qu'il avait des douleurs articulaires, il a fait un jeûne de 3 semaines et donc il a fait plus de recherches quand il a vu les résultats. Et lui, il a intégré la notion de nourriture spirituelle, c'est-à-dire que quand on arrête de manger, il faut se nourrir avec autre chose. Shelton, qui est un naturopathe, lui il était né prématurément et il s'est beaucoup intéressé au jeûne dans le monde animal. Voilà, le docteur Arnold Herré et puis Yuri Nikolaïev, donc le psychiatre russe dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, tout ça, vous le trouverez, il y a beaucoup de littérature là-dessus, vous trouverez dans les sites internet. Donc je vous laisse découvrir tout ça si ça vous intéresse. On va en arriver à notre sujet à proprement dit. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'on mange et qu'est-ce qui se passe quand on mange? Alors pourquoi on mange? Il y a, à mon sens, 3 raisons. D'abord pour avoir de l'énergie, parce que le corps est un véhicule et qu'il faut lui mettre de l'énergie pour qu'il avance. Donc ça va être essentiellement le rôle des sucres, donc des glucides, et des graisses, donc des lipides, qui vont être les carburants du corps. On va voir ça un petit peu plus en détail. Ensuite, on mange pour avoir de la matière première, parce que le corps est quelque chose de vivant, qui grandit, qui se régénère,
qui se répare. Et pour ça, il lui faut des matériaux. Donc ça va être les protéines, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments qui vont participer à tout un tas de processus chimiques. Les protéines qui vont être démontées en petites briques, en acides aminés, et ces briques vont être utilisées pour reconstruire les cellules de notre corps. Donc quand on dit qu'on est ce que l'on mange, c'est vrai au sens premier du terme. On est ce que l'on mange. Troisième raison pour le plaisir. En France, on est quand même bien placé pour ça. C'est important, le plaisir. Moi, je dis toujours que je suis une naturopathe épicurienne, parce que bon, vous avez vu un petit peu d'où je viens. Donc, même si j'ai fait beaucoup de chemin, c'est vrai que manger est un plaisir et que le plaisir, c'est hyper important dans la vie. Et le plaisir, il est là pour assurer la survie de l'espèce, parce que si manger n'était pas un plaisir, pourquoi est-ce que nos ancêtres se seraient cassés la tête à courir pour trouver à manger? Voilà, donc c'est important, effectivement, cette notion de plaisir. En tout cas, moi, j'y attache beaucoup d'importance dans ma pratique de la naturopathie. Qu'est-ce qui se passe quand on mange? Quels sont les signaux? Alors, il y a des signaux de deux types. Il y a d'abord des signaux qui sont physiologiques. Ça va être la sensation de faim. Alors, la sensation de faim, nous, on ne la connaît pas beaucoup, en fait. On la confond surtout, souvent, avec l'envie de manger, parce qu'on en arrive rarement à un stade où notre corps a faim aujourd'hui, tellement il y a de choses à disposition. Le remplissage de l'estomac ou le fait d'avoir l'estomac vide, ça aussi souvent on le confond avec la faim parce que l'estomac gargouille, il est tellement habitué à produire des sucs gastriques que voilà, il faut de temps en temps, on a un besoin de mettre de la nourriture pour éponger un petit peu tout ça, mais en fait c'est pas vraiment de la faim. La salivation, le fait de penser à quelque chose qui va nous faire saliver, donc qui va nous donner envie de manger. Le taux de glycémie, donc ça c'est la quantité de sucre qu'on a dans le sang, ça fait partie des constantes de vie. On a une certaine quantité de sucre dans le sang, le sucre étant notre carburant, et il ne faut pas en fait que ce taux dépasse une certaine quantité, il ne faut pas qu'il descende en dessous d'une certaine quantité. Donc le corps, en fonction de ce critère, va déclencher effectivement le fait de manger ou pas. Physiologiquement, donc tout ça va déclencher le fait de manger, et ce qui va l'arrêter, ça va être la sensation de satiété quand on l'a encore. Ensuite, c'est là que ça se complique. Il y a toute une partie émotionnelle. Donc, il va y avoir l'envie de manger, qu'on confond souvent avec la faim, effectivement. Les habitudes, parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger 3 fois par jour. Je n'ai jamais trouvé où c'était écrit dans les tables de la loi, mais il faut manger 3 fois par jour. Parce qu'il faut manger à midi, parce que c'est l'heure de la pause déjeuner. Donc ça, il va y avoir tout un tas d'éléments socioculturels qui vont être différents d'un pays à l'autre, mais qui sont des choses complètement arbitraires, qui ne sont pas forcément en accord avec les besoins de notre corps. Il va y avoir l'essence aussi parce que on va croiser une odeur de pain au chocolat, et ça maintenant les gens du marketing savent très très bien jouer avec ça. Il y a tout un marketing olfactif, ou le fait de voir un gâteau, ou le fait de sentir, ou même de penser peut déclencher l'envie de manger. Et puis la notion de plaisir, voilà, de plaisir, d'essence, du goût. Donc tout ça peut déclencher le fait de manger. Ce qui va arrêter ça, ça va être la satisfaction, effectivement. On avait une envie, on l'a satisfaite, on s'arrête de manger. Alors, ça peut être la satisfaction, ça peut être aussi la mauvaise conscience. Schématiquement, donc ça, c'est la version d'un monde parfait. Donc on a un besoin en nourriture ou en boisson. Ça va déclencher une prise de conscience. Le message arrive, qui va déclencher une pulsion et un passage à l'acte. On va manger ou on va boire. Et tout ça va s'arrêter quand on va avoir la sensation de satiété. Vient se greffer l'émotionnel, qui va court-circuiter tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, souvent,
on est déconnecté de ce besoin de manger ou de boire. La faim, c'est quelque chose qui arrive très très longtemps après qu'on a arrêté de manger. Comme nous, on mange toutes les 4 heures, on recommence souvent à manger avant qu'on ait fini de digérer le repas d'avant. Donc, on n'est pas... La sensation de faim, on en est loin. L'envie de manger, oui, mais la sensation de faim, non. Donc, la perturbation émotionnelle, ça peut être une perturbation, une joie comme une tristesse. Hein. On va effectivement déclencher une pulsion. Alors, quand j'ai fait un travail psychologique, moi, sur ma relation avec la nourriture, un des thérapeutes avec lesquels j'ai travaillé m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est pour vous, manger ?» Et ce qui est sorti tout seul, hein, je lui ai dit « Mais pour moi, manger, c'est une caresse intérieure. » Ok ? Donc, on n'enlève pas, enfin, je veux dire, ça fait partie de son écologie intérieure et on n'enlève pas ça comme ça. C'est pas par la volonté qu'on démonte quelque chose comme ça. Donc, effectivement, une pulsion qui va engendrer un passage à l'acte de manger ou de boire, une sensation de bien-être, parce que souvent à ce niveau-là, on est déconnecté de la sensation de satiété, et ça va faire en fait une boucle. Parce qu'on va il va y avoir tout l'environnement, effectivement, où c'est l'heure de manger, j'ai un repas de travail avec les collègues, ou c'est l'heure d'aller à la cantine. On ne se pose même pas la question de savoir si on a faim ou pas. C'est l'heure, on mange. Donc il y a cette boucle qui se crée et qui fait qu'on va se couper, en fait, de nos besoins et des besoins de notre corps. Alors, le jeûne, déjà, en ça va permettre un petit peu de prendre conscience de ça. Mais pas seulement là. De le vivre dans son corps et de le sentir. Et ça, pour moi, ça a été un vrai déclic. De me rendre compte que, effectivement, de prendre conscience de cette boucle-là, du fait que je n'avais pas faim, du fait que je mangeais par automatisme. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on mange ? Je vous ai mis un joli tube digestif. Le tube digestif, il va de la bouche jusqu'à l'anus, du haut jusqu'en bas. Il est ouvert des deux côtés. Donc, ça veut dire que même à l'intérieur du tube digestif, on est encore à l'extérieur du corps. D'accord ? Donc, les aliments vont rentrer, vont suivre le tube digestif, vont descendre dans l'estomac, où ils vont être malaxés, où ils vont être mélangés à un certain nombre de produits pour pouvoir commencer à être démontés. Ensuite, ils vont descendre au niveau de l'intestin et c'est là qu'ils vont être absorbés dans le corps. Donc l'absorption, elle va se faire au niveau des intestins. C'est là le filtre, c'est là la barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Une fois qu'ils sont passés dans le corps, soit ils vont être utilisés tout de suite, soit ils vont être stockés. Donc, deux périodes, alors avec des mots un petit peu compliqués, je vous les donne, mais bon, ce qu'on appelle la période postprandiale. On va le revoir, hein, je vous ai fait des petits schémas après pour que ce soit peut-être plus clair. Donc ça dure pendant 8 heures, c'est-à-dire que c'est le temps pendant lequel l'organisme va trouver à manger, les cellules vont trouver de quoi se nourrir dans le sang. On a mangé, ça passe à travers l'intestin et tout est disponible dans le sang. Au bout de ces 8 heures, on considère que ces réserves-là sont vidées et le corps va devoir aller chercher dans les placards. Il y a ce qui est disponible tout de suite dans les couloirs, il va y avoir les placards et il va y avoir les réserves de la cave et du grenier celles-ci sont un peu moins accessibles. Vous allez voir ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la période post-absorptive qui dure à peu près 16 heures où là, le corps va aller chercher en fait l'énergie, le glucose, dans le foie et dans les muscles. Là, il a fait des réserves qui sont disponibles. Donc, on a à peu près 8 heures plus 16 heures. Pendant 24 heures, on a des réserves qui sont facilement accessibles. Ensuite, on va passer au jeûne. Alors, ce sur quoi je voulais attirer votre attention ici, c'est que le corps ne va pas tirer son énergie directement de l'alimentation. Il va avoir tout un travail à faire pour ça. C'est-à-dire qu'il va avoir un travail de transformation qui va lui prendre de l'énergie. Donc quand on dit souvent « je mange pour avoir de l'énergie », on mange pour avoir de l'énergie, mais
d'abord, il faut en dépenser pour transformer ce que l'on avale. Vous allez voir tout à l'heure dans quelle proportion. Ça va? Donc, les différents types d'aliments. Alors d'abord les glucides, donc c'est les glucides, les lipides et les protéines. Donc on va commencer par les glucides. Donc ça c'est le sucre et les amidons, sucre rapide, sucre lent, ça je pense que vous avez entendu parler, qui vont être transformés en glucose, en petites molécules qu'on appelle du glucose. Et ça c'est le carburant numéro 1 du corps. Le plus gros consommateur de ce carburant, c'est le cerveau. Il est hyper gourmand de glucose. Son taux dans le sang est régulé par une glande qu'on a qui s'appelle le pancréas, qui va envoyer de l'insuline. Quand il y a trop de sucre dans le sang, l'insuline va stocker ce sucre dans la cave et dans le grenier, dans les réserves plus loin. Et quand au contraire, on est en hypoglycémie, c'est-à-dire qu'on manque de sucre, que le corps a besoin de carburant, il va envoyer du glucagon qui, lui, va aller chercher dans les réserves et va remettre ce sucre, ce glucose en circulation dans le sang. Donc quand il y a trop d'arrivée de sucre par rapport à la consommation dont on a besoin à un instant T, il va donc convertir ce glucose en glycogène qui va être mis dans le foie et qui va être mis dans les muscles. À savoir que le glycogène qui est mis dans les muscles, il ne peut être utilisé que pour les muscles. Mais les muscles en ont besoin parce que si on a un effort physique à faire, ils ont besoin de cette énergie rapidement et très vite. En fait, le fonctionnement de l'homme, c'est très primaire, quoi. Il y a un danger, il y a un truc qui arrive, il faut pouvoir se sauver, donc il faut que les muscles aient du carburant disponible tout de suite. Donc, dans le foie et dans les muscles, dans le foie pour stocker le gras, en fait, pour stocker le sucre, pardon, le foie va fabriquer ce qu'on appelle des triglycérides. Il va prendre 3 acides gras. Il va prendre un peu de sucre, et ça va être ce qui va être stocké dans la cave et dans le grenier, sous forme de réserve adipeuse. Donc 24 heures de réserve disponibles tout de suite dans le corps, c'est ce qu'on a dit. Et puis je vous ai mis, oui, la consommation du cerveau en glucose par jour, c'est à peu près 120 grammes. Ensuite, les protéines, alors qu'elles soient animales ou végétales, les protéines, donc elles vont être démontées en acides aminés, c'est comme des petites briques de Lego, c'est démonté en acides aminés. Il y en a 20, il y a beaucoup d'acides aminés, mais ceux qui servent à former les protéines, il y en a 20. Et ça va nous servir à former une partie de nos cellules, ça va servir à fabriquer les muscles, ça va servir à fabriquer le collagène, ça va servir à fabriquer des enzymes. Donc c'est hyper important dans le corps, effectivement, les protéines, qu'elles soient animales ou qu'elles soient végétales. Pour finir, les lipides, les graisses, beaucoup diabolisées, mais pourtant essentielles. Donc ça va être sous cette forme-là que va être stocké en fait le carburant du corps dans les cellules adipeuses, que nous, mesdames, nous connaissons bien. Les lipides sont très importants parce que le corps ne sait pas les fabriquer. Et c'est ce qui va servir, par exemple, à faire toutes les membranes de nos cellules. C'est ce qui va servir à fabriquer certaines hormones. C'est ce qui va servir à réguler l'inflammation dans le corps, etc., etc. Donc, il y a différents, ce n'est pas le propos, on ne va pas rentrer dans le détail ce soir ici, il y a différents acides gras, il y en a qui sont plus ou moins bons pour le corps. Il n'empêche que manger sans gras, c'est juste une aberration. Il faut simplement choisir ses graisses. Donc c'est un nutriment essentiel. Donc il va être, comme je vous disais tout à l'heure, décomposé en acides gras associé à un glycérol, et c'est ce qu'on va stocker dans les cellules adipeuses. Vont être stockés également dans ces cellules adipeuses avec les acides gras tous les déchets. D'abord parce que dans le métabolisme, le corps c'est une grosse usine, quand on fabrique des choses, il y a des déchets qui se forment. Donc si avec ça, le corps saurait gérer, mais il y a aussi tous ceux qu'on va ingurgiter. Les molécules chimiques que le corps ne connaît pas, ne sait pas traiter parce qu'il n'a pas été
il n'a pas été conçu pour ça à l'origine. Ça va être tous les pesticides, ça va être tous les métaux lourds, ça va être tous les éléments de la pollution. Tout ça, ce que le corps va pouvoir traiter, il y a des organes qu'on appelle les émonctoires, on va y revenir, qui vont servir à traiter ces déchets et à les faire sortir du corps. Mais nos émonctoires aujourd'hui sont tellement sollicités que parfois ils n'arrivent pas à tout traiter. Donc quand le corps n'arrive pas à traiter, n'arrive pas à faire sortir les choses, il va en faire des petits paquets et il va le stocker le plus loin possible des organes. Donc c'est-à-dire dans la graisse, la graisse à 60%, elle est située sous la peau. Donc il va aller stocker tout ça dans la graisse parce qu'il n'a juste plus l'énergie ou le temps ou assez de force pour les éliminer complètement. La balance énergétique, donc ça va être l'équilibre entre ce qu'on va apporter comme énergie et les besoins qu'on va avoir. Donc quels sont les besoins du corps? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'énergie? D'abord pour ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ça c'est juste l'énergie pour le fonctionnement du corps quand il n'y a pas d'activité particulière et quand il n'y a pas de digestion, c'est-à-dire que juste simplement on respire. Pour respirer, c'est de l'énergie, pour faire circuler le sang, pour faire circuler... voilà, tout ça demande de l'énergie. C'est à peu près... Alors, il y a de nombreux, effectivement, facteurs dont vont dépendre ce dont on a besoin. Si on dort ou si on est réveillé, si on est un homme, si on est une femme, si on est en pleine croissance. Bon, tout ça, ce sont des facteurs qui vont jouer. Mais on considère que c'est à peu près 1/3 du besoin en énergie chaque jour. Ensuite, évidemment, l'activité, suivant l'activité que l'on fait, ça va être la partie la plus variable. Donc ça dépend évidemment de l'intensité du type d'exercice et de la durée. Et enfin, la digestion, l'assimilation et le stockage. Je vous disais tout à l'heure, ça demande de l'énergie au corps. Alors, ça dépend de la morphologie, puisqu'on n'a pas tous, je vous disais, on n'a pas tous le même système digestif, mais on considère que c'est aussi au moins 1/3 de l'énergie du corps. C'est-à-dire que quand on mange, pour digérer, ça va demander 1/3 de notre énergie. D'ailleurs, souvent, quand on a mangé, suivant les associations qu'on fait, on est un petit peu somnolent après le repas. Alors, en résumé, donc, hors du jeûne, on mange. Il y a une partie des aliments qui vont, via le sang, aller jusqu'aux cellules et aux organes. Les déchets qui vont sortir par les émonctoires. Donc les émonctoires, on en a 5. Ça va être les intestins, ça va être les reins, les poumons, qui vont permettre, on va pouvoir sortir des mucosités souvent, quand les autres émonctoires sont chargés, ou par la respiration aussi. La peau et le foie. Le foie qui est une grosse usine de traitement, qui a plus de 500 ou voire 700 fonctions et qui va faire toute cette opération de tri. Ce qui n'est pas utilisé, donc quand dans la balance l'apport est supérieur aux besoins, alors le foie va d'abord le mettre dans les premiers placards. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a les placards de la cuisine et puis après il y a la cave et le grenier. Donc les premiers placards, ça va être le glycogène qui va être stocké pour être tout de suite accessible dans le foie et dans les muscles. La cave et le grenier, donc là il va les transformer en triglycérides pour aller les stocker dans les cellules adipeuses avec les déchets. Voilà, donc ça c'était pour voir rapidement un petit peu ce qui se passe quand on mange et qu'on ne jeûne pas. Maintenant, quand on jeûne, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va passer le programme 1, si vous voulez, c'est quand on s'alimente de l'extérieur. Le programme 2, c'est autre chose. Il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus de digestion, il n'y a plus d'absorption. Première conséquence, on va économiser de l'énergie. Donc cette énergie, on va pouvoir l'utiliser à autre chose. On va voir tout à l'heure. Ensuite, on va mettre l'appareil digestif au repos. Et ça, croyez-moi que ça ne lui arrive pas souvent. Parce que si on considère que quand on fait un repas type une entrée, une viande avec des frites et un dessert, il va falloir 8 heures de digestion, souvent effectivement on prend le repas suivant avant d'avoir fini de digérer.
Un organe, il est comme nous, hein. On se repose, on se répare, on récupère. On récupère quand on se repose. Un organe, c'est pareil. Système digestif qui fonctionne en permanence, jamais il a l'opportunité de se réparer. Donc, le jeûne, ça veut dire qu'au bout de 24 heures, le corps va devoir trouver une autre solution. Alors, ça ne veut pas dire que vos cellules ne vont plus être nourries. Ça veut dire que votre corps va passer en auto-restauration. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui sont prévus dans le corps pour que les cellules puissent quand même avoir tout ce dont elles ont besoin. Et c'est pour ça que jeûner, ça c'est mon expérience que je partage et vous verrez si... mais tous les jeûneurs le disent, hein, c'est plus facile que de sauter un repas ou que de ne pas manger pendant une journée. Parce qu'une fois que le corps est passé en autorestauration, les cellules, elles ont tout ce qu'il faut. Donc elles n'envoient pas de message au cerveau, j'ai faim. Donc les deux processus, quand je mange, effectivement, donc la sensation de satisfaction, ça c'est clair, prise de nourriture rythmée par la faim et la satiété, en théorie, dans un monde parfait, donc qui permet le renouvellement des cellules grâce aux aliments, qui permet la croissance et la multiplication cellulaire, hein, puisque vous savez que nos cellules, elles se renouvellent tout le temps, tout au long de notre vie, plus ou moins rapidement. Et ce processus de digestion qui va dégager de l'énergie et de la chaleur. Alors ça, c'est important parce que quand au contraire on est en situation de jeûne, donc là on arrête l'apport alimentaire et la nourriture, il va falloir la trouver à l'intérieur de soi, mais du coup il ne va plus y avoir de digestion. Et c'est pour ça que très souvent quand on jeûne on a froid. Parce qu'on est tellement habitué d'être chauffé par cette digestion permanente que effectivement dans le jeûne on a froid. Donc si vous partez jeûner, on vous le dit en principe dans les centres de jeûne, mais pensez à prendre les chaussettes, les pulls, les pyjamas en pilou et le reste parce qu'effectivement on a froid. Donc, absence de satiété, absence de faim et de satiété, parce qu'à partir du moment où on est passé en auto-restauration, les cellules ne demandent plus à manger. Elles ont ce qu'il leur faut. Donc, renouvellement et nutrition cellulaire, ça se fait quand même. Ça ne veut pas dire que vos cellules n'ont plus à manger. C'est ça qui est important à comprendre. Simplement, ça va se faire à partir des réserves. La croissance et la multiplication cellulaire se mettent en veilleuse. Alors on va voir qu'il y a des modifications parce que le corps a une intelligence, moi, qui me fascine toujours. Donc il comprend très bien ce qui se passe et il va s'adapter. Il sait faire et il le fait tous. Plus ou moins vite, mais ils le font tous. Et donc cette énergie et cette chaleur qui sont moindres parce qu'effectivement on n'a plus la digestion qui nous réchauffe sans arrêt. Puisqu'il n'y a plus l'appareil digestif est au repos. Donc, si on reprend un petit peu les carburants du jeûne, voilà ce qui va se passer. Donc, jusqu'à 24 heures, on l'a vu, le corps va utiliser ses réserves, ce qu'il a dans le sang, ce qu'il a dans le foie. Au bout de 24 heures, il n'y a plus à manger. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va aller chercher dans les protéines. C'est-à-dire que le corps sait, à partir des protéines, fabriquer du glucose. Donc, il va aller chercher dans les protéines, à partir des acides aminés, il va faire du glucose, mais le cœur est un muscle. C'est pour pouvoir aller chercher à manger, pour pouvoir bouger, on a quand même besoin des muscles. Donc ça ne peut être une solution que transitoire. Et le corps le sait. Donc il met ça en place en état d'urgence parce qu'il se dit « Ok, c'est le jeûne, donc il faut quand même que je trouve du carburant, il faut que mon cerveau continue à fonctionner, il faut que j'ai des muscles pour me nourrir. » Mais derrière, il va devoir enclencher un autre processus. Donc ça va se faire au bout de 3 à 5 jours, ça dépend, hein, c'est ce que je vous disais, le corps, c'est pas une machine, on est tous différents. Et à partir de 3 ou 5 jours après l'arrêt de l'alimentation, eh bien, il va utiliser les réserves de graisse pour fabriquer un substitut de glucose qu'on appelle les corps cétoniques. Donc, il va aller chercher les triglycérides. Les glycérides, je vous ai dit, c'est un petit glycérol avec 3 acides gras.
Le glycérol, il va le récupérer, il va en faire un glucose. Et les 3 acides gras, il va en faire des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, ce sont vraiment c'est vraiment le carburant du jeûne. Ça va? Alors, juste une question qu'on peut se poser, c'est si le principal carburant du corps, c'est le glucose, pourquoi est-ce que les plus grosses réserves qu'on a, c'est du gras? Ça paraît pas très logique. Il y a 2 raisons à ça. D'abord parce que pour stocker le glucose, il faut beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. On considère que pour une personne qui fait à peu près 70 kg, avec des réserves de gras, si elle devait avoir l'équivalent en réserve en glucose, elle ferait 140 kg. Voilà. Ensuite, parce que les glucides, les lipides ont un bien meilleur rendement. C'est-à-dire qu'avec 1 g de lipides, on va faire 9 kcal, alors qu'avec 1 g de glucides, on va faire 4 kcal. Donc le gras, c'est vraiment le mode de stockage idéal. Là encore, c'est l'intelligence du corps. Donc, si on reprend un petit peu ce qui se passe quand on arrête de manger, donc là, quand on mange, le glucose va venir de l'alimentation. Quand on arrête de manger, le corps va d'abord aller chercher le glycogène qu'il a stocké dans le foie. Dans les protéines, dans un deuxième temps, à partir des acides aminés, il va savoir faire du glucose. Tout ça, ça se passe dans le foie. Et enfin, quand il a compris qu'il n'aurait plus à manger et qu'il ne peut pas utiliser toutes ses réserves de protéines, eh bien, c'est à partir des réserves adipeuses, des triglycérides qui vont être pour une partie donc transformés en glucose et pour l'autre en corps cétonique. Ok? Donc si on reprend depuis le début, on mange. Pendant 8 heures, la période postprandiale, digestion, absorption, tout est disponible dans le sang. Ensuite, pendant 16 heures, les réserves de glycogène dans le foie et dans les muscles. Le corps sait très bien que ça ne peut pas durer. Donc, au bout de 3 à 5 jours, on va passer à la phase cétonique, au jeûne long. Et ça passe souvent par une période qui n'est pas très sympa quand on est en jeûne. C'est la crise d'acidose, parce que les corps cétoniques, ça acidifie le sang. Et c'est une période où on est c'est un jour où on n'est pas très en forme. Et le jour de jeûne, on se réveille, on a un peu les yeux derrière les oreilles, on a envie de rien. Et voilà, c'est pas le jour le plus sympa du jeûne. C'est celui qui précède le jour le plus sympa du jeûne. C'est ça qu'il faut se dire. On va revoir ça. Donc les 5 phases du jeûne. Alors la phase protéique, donc le glucose synthétisé à partir des acides aminés. Mais là, le corps, et ce que je vous disais, est très intelligent, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller chercher les protéines dans le cœur ou dans les muscles dont on a besoin. Il va commencer par nettoyer toutes les protéines dont il n'a pas besoin. Donc ça veut dire des cellules mortes, ça va être des cellules dégénérées, parce que quand le corps fabrique des cellules, il arrive des fois qu'il y ait des ratés. C'est comme dans une usine, à la chaîne, il y a des pièces qui sont ratées. Ben, des fois, dans le corps, c'est pareil. Et il y a des cellules qui sont ratées qui peuvent finir par dégénérer. Donner des cellules pas très sympas, qui deviennent folles. Donc le corps, en fait, pendant le jeûne, il va aller chercher, pour faire son glucose, ces protéines-là. Donc il va aller chercher dans le foie, il va aller chercher dans les tissus adipeux, il va aller chercher dans les muscles, le tube digestif, le tissu conjonctif, c'est la chair, hein, c'est tous les tissus qui nous composent, les cellules, etc. Donc ça va être déjà un gros travail de nettoyage au niveau de ces cellules. On le voit beaucoup, ça se voit beaucoup sur la peau quand les gens jeûnent. Moi j'ai souvent fait une photo au début de jeûne et en fin de jeûne, parce que effectivement toutes les vieilles cellules, toutes les cellules mortes sont utilisées pour faire du carburant. Donc c'est un des premiers effets du jeûne, ça va être ce grand travail de nettoyage du corps. Donc comme je vous disais, le corps sait très bien que ça ne peut pas durer longtemps. Quand on passe en dessous de 50% de ses réserves de protéines, la vie est menacée.
Donc ça veut dire que quand on arrive au niveau des 50%, quand on a utilisé 50% de ces protéines, le corps, là, va enclencher la sensation de faim. Ça, c'est des mécanismes qui ont été découverts avec les manchots empereurs. Vous savez qu'ils sont des grands jeûneurs. Ceux qui ont vu le reportage, le jeûne nouvelle thérapie, c'est très bien expliqué. Où ils jeûnent pendant des mois, mais simplement, il y a un moment où, même s'il faut abandonner l'œuf qu'ils sont en train de surveiller, les manchots repartent pour manger parce qu'ils sont passés en dessous de ces 50% de protéines et que donc là, la vie est menacée. Et c'est un processus qui est commun puisqu'il a été retrouvé chez les rats, il a été retrouvé chez tous les mammifères. À ce niveau-là du jeûne, le mouvement dans l'intestin va s'arrêter. Vous savez que dans notre intestin, il y a un mouvement qu'on appelle le péristaltisme, qui est un mouvement en fait automatique de l'intestin, qui permet aux aliments d'avancer. Comme on n'apporte plus d'aliments, ce mouvement s'arrête. Alors c'est là que c'est important. Alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'il faut purger, il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas purger. C'est bien de faire un nettoyage de l'intestin quand on fait un jeûne. Pourquoi? Parce que sinon, alors ça dépend de la descente alimentaire qu'on a fait avant. Quand on fait un jeûne, on vous propose de faire la semaine d'avant une descente alimentaire. C'est important pour vider au maximum le tube digestif. Pourquoi? Parce que sinon, c'est des matières qui vont stagner. Pendant une semaine, elles vont rester dans votre intestin, qui est un milieu chaud, humide. Vous comprenez ce qui se passe? Ça fermente, ça pourrit et ça fait c'est pas très cool quoi. Ça fait des fermentations, ça fait des gaz et ça peut faire de l'auto-intoxication. Donc quand on jeûne, quand vous arrivez en jeûne, souvent on vous propose une purge. Donc soit qu'on peut faire en prenant du chlorure de magnésium, soit qu'on peut faire avec un lavement, ou sinon vous avez des professionnels qui proposent des hydrothérapies du côlon, là, qui est un nettoyage encore plus profond. Alors, bien sûr, ça, ce sont des propositions. Et ce qui est important pour chacun, c'est de s'écouter. C'est-à-dire que si vous avez des douleurs intestinales, si vous avez des choses, si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Je vous donne des grands traits, j'aime pas faire des généralités. Moi, ce que j'aime bien, c'est apprendre aux gens à s'écouter. C'est pour ça que je vous disais au début, gardez votre esprit critique par rapport à ce que je vous dis. C'est des grands principes. Souvent, le sommeil se réduit, déjà parce qu'on récupère 30% de notre énergie, donc voilà, on a moins besoin de sommeil. À ce moment-là, on a une perte de poids rapide, mais on perd beaucoup d'eau dans cette période-là. Déjà parce ce qu'on va déstocker, c'est le glycogène, et je vous ai dit qu'il avait besoin de beaucoup d'eau pour être stocké. La pression artérielle est stable et le rythme cardiaque peut être parfois irrégulier parce que c'est une période d'adaptation pour le corps. Donc avant de comprendre... alors plus on jeûne, plus le corps réagit vite. Mais voilà, c'est vrai que des fois, tout ça est normal. Ça veut dire que le corps est en train de réagir, c'est rassurant. Ça veut dire qu'il a la force vitale pour le faire, c'est rassurant aussi. Et qu'il est en train de mettre en place les processus d'autorestauration. Deuxième phase du jeûne, donc la crise d'acidose. Donc là, le corps va passer en autorestauration, c'est ce que je vous disais, avec les corps cétoniques. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que la faim disparaît. Les acides gras vont être utilisés directement, c'est-à-dire que même le cerveau est capable d'utiliser les corps cétoniques. Vous savez que notre cerveau, il est protégé par une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique et que ne passe pas qui veut cette barrière, tant mieux d'ailleurs. Mais les corps cétoniques ont, comme le glucose, la capacité de passer cette barrière et donc c'est un carburant qui peut être utilisé directement par le cerveau à la place du glucose. Le taux d'acidité dans le sang augmente parce qu'effectivement les corps cétoniques acidifient le sang. Donc ça peut avoir des effets, vous savez, le taux l'acidité du sang et des tissus, c'est pareil, ça fait partie de certaines équations pour rester en vie, en bonne santé, comme le taux de glycémie, je vous parlais tout à l'heure. Sachant que plus on produit de corps de cétonique, plus on en retrouve dans les urines et dans la sueur. Donc ça veut dire que le corps sait aussi les éliminer.
Mais le temps que les émonctoires réagissent et que le corps s'adapte, voilà, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut laisser le temps au corps de réagir. En plus, comme on déstocke, là, les corps cétoniques, je vous rappelle, c'est fabriqué à partir des réserves de la cave et du grenier, dans lequel il y a aussi les ordures. Donc ça veut dire qu'on remet en circulation beaucoup de toxines. Donc c'est pareil, il faut donner le temps au corps de s'adapter pour traiter tout ça. Alors après, en naturothérapie, il y a des choses pour accompagner, il y a des choses pour aider. Mais il faut aussi un petit peu de patience avec ce corps qui souvent fait preuve, lui, beaucoup de patience avec nous. Donc là, c'est un petit peu l'occasion de lui rendre l'appareil. Parfois un sentiment de faiblesse, parce qu'on n'est pas, voilà, ce que je vous disais, le temps que le corps s'adapte, on peut être un peu fatigué ces jours-là. Et bien c'est un jour où peut-être on va rester se reposer. Après la crise d'acidose, alors là ça change. Le corps est passé en autorestauration, il a pris sa vitesse de croisière, et là c'est le meilleur quasiment du jeûne. On n'a plus faim, le métabolisme est calme, on est bien. Généralement, on est assez fier de soi. Et ça, c'est pas rien. Et en plus, on est en train de comprendre que notre corps peut fonctionner même si on ne s'arrête un petit peu de lui donner à manger. Donc sur le plan de la confiance en soi et tout, il se passe pas mal de choses. Sur le plan hormonal aussi, on va le voir. Mais ça, c'est une période qui est très sympa. Donc on a une sensation de force, de motivation, de plénitude. Voilà. La perte de poids se stabilise parce que les choses se régulent. On perd aussi moins d'eau. Alors, je vous ai mis en moyenne 200 grammes par jour, mais je vous dis, ça c'est des chiffres. On est tous différents, donc qui ne veulent pas dire forcément grand-chose. C'est au cas par cas. Alors, la transition va se faire tout en douceur. C'est-à-dire qu'au 4e jour, un tiers de l'énergie du cerveau provient des corps cétoniques et le reste donc du glucose à partir des protéines. Et puis petit à petit, on va passer à 2 tiers. Alors il y aura toujours un petit peu de glucose qui viendra des protéines. On considère qu'à la fin c'est à peu près 4%. Et tout le reste, ça va être les corps cétoniques. Phase 4, ça va être la rupture du jeûne. Alors là, on attaque pour moi la phase qui est la plus difficile. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la rupture du jeûne et la réalimentation, c'est souvent le truc qui, quand on revoit les gens après, se dit « Ah ouais, mais la reprise, ça n'a pas été top. » D'abord parce qu'il y a les vieux démons qui vont revenir, qui vont rester sagement au placard pendant une semaine et qui vont refaire surface. Souvent, vous avez les copains à qui vous avez dit « je suis partie jeûner », qui attendent qu'une chose, c'est de vous voir, qui vous ont préparé une table, voir si vous êtes toujours vivant. Et c'est compliqué de résister quand on a fait une semaine sans manger. Voilà. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment une phase qui est importante et je pense qu'il faut simplement l'anticiper. C'est tout. Il faut en avoir conscience et il faut l'anticiper. Donc le retour à l'alimentation, il va dépendre du temps de jeûne, mais il va falloir, l'objectif, ça va être de relancer tout doucement le système digestif, puisque les sucs digestifs la production de sucs digestifs va s'être arrêtée. Je vous ai dit, les mouvements de l'intestin se sont arrêtés pendant une semaine. Donc il va falloir gentiment dire au corps, je te préviens, on va recommencer à manger, il va falloir que tu te remettes au travail, mais on va faire ça tranquillement. Donc on va commencer par des choses, des jus de légumes. On commence souvent dans les centres de jeûne avec le matin des pruneaux et des graines de lin pour faire de la fibre, pour finir de nettoyer. Et on va refaire la descente alimentaire à l'inverse. Dans les centres de jeûne, quand vous vous inscrivez, vous recevez le protocole pour la descente alimentaire et pour la reprise. Ce que je conseille souvent, c'est de ne pas dire que vous êtes rentré, vous êtes encore absent pendant une semaine, voire de ne pas dire aux gens que vous allez jeûner,
pas pour... voilà, c'est simplement mon expérience, c'est pas pour cacher quelque chose, c'est juste pour pouvoir encore rester un petit peu dans ce cocon et prendre soin de vous encore pendant 4 ou 5 jours, parce que les gens ont envie de vous voir, ont envie de savoir, et c'est normal. Je veux dire, c'est de l'amour, c'est qu'ils s'inquiètent de vous, c'est qu'ils veulent... voilà, vous leur avez manqué, mais c'est bien de garder encore cette petite bulle pour pouvoir refaire votre reprise alimentaire tranquillement. Ça, c'est vraiment important. Alors, le jeûne jusqu'où? Donc, la question, évidemment, dans le jeûne tel qu'on le propose, nous, en naturopathie et dans les centres de jeûne et randonnée, elle ne se pose pas, puisque vous allez jeûner. Nous, c'est des jeûnes qui se font sur une semaine. Hein. Je vous en parle ici simplement pour que vous ayez un petit peu conscience, parce que on n'a pas forcément conscience des réserves du corps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut jeûner jusqu'à avoir consommé 80% de sa réserve de gras. D'accord ? Il faut garder donc au moins 20% de son gras et au moins 50% de ses protéines. Quand vous passez en dessous d'un de ces seuils, le corps va dire de toute façon, va enclencher un processus, hein, il va envoyer ce qu'on appelle les neuropeptides Y pour dire j'ai faim, c'est là qu'est la sensation de faim, et pour dire maintenant il faut aller manger parce que sinon après ça devient dangereux. Donc il y a un signal d'alerte. C'est toujours l'intelligence du corps. Parce que sinon il va être obligé, on n'a plus que 20% de gras, il va être obligé de recommencer à utiliser les protéines. Et c'est ça le problème. Et chez les gens obèses, parce qu'il y a des gens obèses qui ont jeûné mais pendant plusieurs mois, hein. Et il y a eu des accidents cardiaques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient une telle proportion de gras par rapport à la faible quantité de muscles qu'ils avaient, que finalement, ils sont passés, si vous voulez, en dessous des 50% de réserve de protéines avant d'avoir consommé les 80% de gras. Et du coup, le corps n'a pas envoyé le signal d'alerte. Et du coup, ils ont recommencé à consommer des protéines. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu des problèmes cardiaques. Bon, de toute façon, ces jeunes-là, ces jeunes aussi longs, il est évident que ça se fait sous surveillance médicale. Hein, ça se fait alors en France, il n'y a pas de clinique, mais dans des pays comme l'Allemagne, le jeûne thérapeutique existe. Il y a dans tous les hôpitaux, dans toutes les cliniques, ça se fait. C'est même remboursé par la sécurité sociale allemande. Ça, c'est du jeûne thérapeutique. C'est juste un petit peu pour que vous ayez conscience de jusqu'où on peut jeûner et des réserves qu'on a, parce qu'on sous-estime notre corps. On considère qu'un homme qui fait 1m70 et qui a 70 kg, qui est en bonne santé, il a 12 à 16 kg de réserve adipeuse. Donc ça représente à peu près 100 000 à 150 000 calories, ce qui veut dire 50 à 70 jours de réserve. Voilà. Donc jeûner une semaine, quand on est en bonne santé, je le répète, et quand on est prêt, quand on en a envie, parce que ça aussi c'est important, le corps sait faire. Les manifestations possibles. Alors, il y a des trucs qui ne sont pas très glamour, mais ça c'est la naturopathie, c'est pas toujours très glamour. On peut avoir des courbatures et des douleurs articulaires, parce qu'on va bouger des toxines, parce que l'inflammation va se réveiller, parce qu'on va faire ce qu'on appelle des crises curatives dans un jeûne. Le corps se soigne, on n'a pas l'habitude de ça, parce qu'on a l'habitude, quand il envoie un message, je vous disais tout à l'heure de tirer sur le facteur. Le corps va en profiter pour réparer des choses, et des fois quand il répare des choses, ça fait mal. La solution pour l'aider, ça va être de boire, parce que boire, ça va permettre de diluer toutes ces toxines et de pouvoir les éliminer. Et souvent de bouger. Alors ça ne va pas être d'aller faire un exercice physique absolument intensif, mais ça va être effectivement de marcher dans la nature, de bouger un peu. Pourquoi? Parce que bouger, quand on bouge, on va faire bouger tous les liquides du corps. Et en faisant bouger ces liquides, on va les faire passer dans les filtres. Donc on va pouvoir nettoyer les toxines. On va être dehors, on va respirer, donc on va pouvoir éliminer des choses. On va peut-être transpirer, on va encore éliminer des choses. Vous savez que la sueur, c'est pratiquement la même chose que l'urine. Donc tout ce qui va sortir par la peau va économiser les reins au niveau des glandes sébacées. Sudoripares, pardon.
On va pouvoir avoir des maux de tête justement à cause de l'acidité, à cause des toxines. Donc pareil, boire et bouger. La fatigue. Donc la fatigue, des fois en bougeant un petit peu, finalement, ça va relancer la machine. Ou alors simplement, c'est l'occasion quand on est en jeûne, on n'est pas chez soi, on a le temps, on n'a que ça à faire. Et bien si on est fatigué, on va dormir. Parce que quand on est fatigué, ça reste la meilleure solution de dormir. Je suis allée trop vite. Des chutes de tension. Alors on va voir parce que le métabolisme du corps, toujours dans son intelligence, il n'a pas à manger, le corps il va se mettre au ralenti. Le métabolisme du corps va se mettre au ralenti, donc la tension va descendre, et c'est un des effets connus du jeûne, sur lequel il y a eu, et il y a encore pas mal de recherches pour les gens qui sont hyper tendus notamment. La tension va diminuer. Donc il faut être vigilant, on se lève doucement, on ne se lève pas comme ça d'un seul coup, et il faut rester à l'écoute de soi. On peut avoir des aigreurs et des remontées acides. Pourquoi? Parce que notre estomac il est tellement habitué d'être en digestion permanente qu'il produit des sucs gastriques tout le temps, et que quand on arrête de manger, au bout d'un moment, lui il continue, avant de dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, tout ça va arriver dans l'estomac vide, et on peut avoir au départ des petites brûlures ou des sensations d'acidité. Donc ça, avec des laits d'argile, des choses comme ça, on arrive à l'endiguer, ça passe assez rapidement. Les nausées, donc pareil, on va aider le foie avec des bouillottes sur le foie, en marchant, comme je vous disais, pour faire passer tout ça dans les filtres. Et on va avoir un sommeil différent. Beaucoup de jeûneurs font beaucoup de rêves pendant les jeûnes. Donc moi j'invite toujours de noter ça dans un petit carnet, parce qu'il y a des choses assez rigolotes qu'on oublie après, c'est dommage. Les effets du jeûne, alors il y a des désagréments, mais des effets négatifs sur quelqu'un qui est sain et en bonne santé, je le répète. A priori, il n'y a pas d'effet négatif. Il y a une étude qui a été faite sur des personnes qui sont mortes de faim, parce qu'hélas, ça arrive encore. Leurs réserves graisseuses avaient fondu de 97%, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont passés en dessous des 20% de réserve. Les muscles avaient fondu de 30%, le foie avait diminué de 56%. Par contre, le cerveau et le système nerveux étaient restés intacts. Donc ça veut bien dire que le corps sait faire un auto-nettoyage sélectif et qu'il va protéger ce qui est le plus vital le plus longtemps possible. Il n'empêche que le jeûne n'est pas non plus quelque chose d'anodin. On arrête quand même de manger, surtout qu'on en a un petit peu perdu l'habitude. Simplement par rapport à ça, ça demande une préparation, ça demande une certaine conscience. Si on a des doutes, on va voir son médecin, on lui demande son avis. Voilà, c'est quelque chose qui est à faire en conscience. Le jeûne est holistique, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet sur l'ensemble du corps, alors sur les organes individuellement, mais aussi sur leur façon de fonctionner les uns avec les autres. Il va y avoir un petit peu une réharmonisation du métabolisme du corps. Le système digestif est mis au repos, donc je vous l'ai dit, réduction des sécrétions gastriques, pardon. Notre système digestif qui est surmené en permanence, parce qu'on mange beaucoup, parce qu'on fait les mauvaises associations, parce qu'on ingurgite beaucoup de choses que le corps ne sait pas gérer, les polluants, les insecticides. Donc notre corps a besoin de se réparer, et ça, le jeûne lui permet de le faire. Ça va avoir des effets aussi sur la flore intestinale, qui va être rétablie. Vous savez que la flore intestinale, elle se fait en fonction de ce que l'on mange. Et donc, en l'absence de nourriture, la flore pathogène va être éliminée. On va faire un petit peu une remise à zéro de cette flore intestinale, à condition de faire une reprise derrière qui soit correcte. Donc, on va avoir une meilleure digestion. Ça va nettoyer les fonctions d'assimilation aussi.
Souvent, effectivement, on a des carences en vitamines, on a des choses comme ça. Pourquoi? Parce que notre système digestif est défectueux, notre digestion se fait mal. Et il y a plein de conséquences à tout ça, au fait d'avoir un appareil digestif en mauvais état. Nous, en naturopathie, on se rend compte que 90% au moins 90% des maladies sont à l'origine d'un problème digestif. Et que permettre à l'appareil digestif de se réparer, eh bien, c'est faire de la santé. Repos du système immunitaire, je vous disais tout à l'heure, au niveau de l'intestin, la paroi de l'intestin, ça fait à peu près 400 mètres carrés, et c'est vraiment la frontière entre l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est là, c'est la frontière. Donc c'est à cette frontière, évidemment, que le système immunitaire va être le plus présent. Hein? On considère que 80% du système immunitaire est dans l'intestin. Quand on met cet intestin au repos, on met aussi de fait le système immunitaire au repos. Ou en tout cas, on va lui permettre d'avoir le temps de s'occuper d'autres choses et d'attaquer d'autres chantiers. La longévité, donc la restriction de nourriture et le jeûne prolongent la vie, alors que l'excès de nourriture, on le voit tous et on le sait tous, a tendance à la raccourcir. Donc ça, c'est des études qui ont été faites en laboratoire, évidemment, sur des animaux. Hein. Le jeûne court rallonge de 40% la vie d'une souris de laboratoire. Et en 1934, donc vous voyez, ça date quand même pas d'aujourd'hui, une expérience a montré que des rats nourris à 30% de moins, donc simplement en restriction alimentaire, ont une durée de vie 2 fois plus longue. Walter Longo, dont vous avez peut-être entendu parler, si vous avez vu le reportage « Le jeûne est une nouvelle thérapie », hein, c'est un chercheur d'origine italienne qui est aux États-Unis et qui est en train de faire des études sur... en fait, il est gérontologue à la base, donc il s'est intéressé à la longévité. Et il a découvert le jeûne et les vertus du jeûne. Donc il a fait plein d'études et il est en train de découvrir plein de choses. Et il a eu notamment des résultats sur, effectivement, la longévité. Quand on mange, pour digérer, on va avoir besoin, je vous disais tout à l'heure, de démonter les aliments. Et ça se fait grâce à des ouvriers qu'on appelle les enzymes, qui vont démonter les aliments en petites briques. Et ces enzymes, en fait, on a un capital enzymatique au départ, dans lequel on va puiser. On peut fabriquer une certaine quantité d'enzymes au fil de notre vie. Et le jeûne, en fait, alors on en apporte aussi par l'alimentation. Quand on mange du cru, on va apporter des enzymes. Mais le jeûne va de fait permettre d'économiser un petit peu ce capital enzymatique. Les triglycérides et le cholestérol, ils vont se normaliser. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, le corps va déjà aller chercher dans le sang tout ce qu'il y a pour faire de l'énergie quand on ne lui apporte plus d'aliments. Donc le cholestérol, les triglycérides qu'on a dans le sang, il va commencer par prendre cette matière-là pour faire de l'énergie. Hein? Le foie va être nettoyé également, puisque c'est les premières réserves dans lesquelles il va aller puiser. Donc c'est Françoise Villemy de Toledo qui travaille dans les cliniques Buchinger, qui parle d'écrémage du foie. L'insuline, c'est pareil. Le corps va d'abord utiliser le sucre qui est dans le sang, donc le taux de glycémie, de fait, va se réguler. Ce qu'on a constaté aussi, c'est des chercheurs qui ont fait ces études-là, c'est que le nombre de capteurs d'insuline pendant un jeûne va être augmenté. Pourquoi? Le corps n'a plus de sucre. Donc il se dit, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je trouve du sucre. Donc il va juste avoir cette intelligence de fabriquer plus de capteurs pour ne pas louper le moindre glucose qui va passer. Donc il va fabriquer des capteurs en plus et il va en plus augmenter leur sensibilité.
La tension artérielle va diminuer aussi, hein, puisque je vous disais le corps se met au ralenti. Ça, c'est les études du docteur Goldamer, qui a fait des études sur 174 personnes, qui ont fait donc des gens qui étaient hypertendus, moyens à sévères. Ils ont fait un jeûne de 10 jours, et après ils ont fait un retour à l'alimentation avec une alimentation végétarienne. 154 sont revenus à une tension normale, et 20 ont vu une baisse significative. Le jeûne permet aussi d'éliminer l'excès d'eau et de sel, hein, ce qui joue aussi sur la tension artérielle. C'est ce que je vous disais, c'est l'eau qui est liée au glycogène. Hein, pour vous souvenir, je dis pour stocker le glucose, il faut beaucoup d'eau. Donc quand on va déstocker ce glucose, on va déstocker de l'eau aussi. Plus le corps, comme il n'y a plus l'apport de sel, va aller déstocker les sels qu'on a un petit peu partout. Et l'eau, elle suit le sel. Donc tout ça va faire diminuer la quantité d'eau dans le corps. On perd beaucoup d'eau quand on jeûne. C'est pour ça qu'il faut boire aussi beaucoup. On va y revenir après. Et puis ensuite, les reins vont fabriquer l'aldostérone, qui est une hormone pour économiser le sel, et tout ça va se réguler. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est important dans la reprise aussi de reprendre sans sel. Parce qu'effectivement, notre corps est avide de sel, il n'en a plus, il n'a plus d'eau. Donc si vous remangez salé à la reprise, il va tellement être avide de sel qu'il va garder tous les sels et que l'eau va suivre et que vous allez refaire de la rétention d'eau. Donc c'est important aussi dans la reprise alimentaire de commencer par manger sans sel pendant quelques jours. La perte de poids, alors c'est pas une solution miracle, hein, le jeûne. De toute façon, les solutions miracles, ça n'existe pas. Simplement, ça peut être, alors je vous parle un peu d'expérience là, ça peut être un déclic. Ça peut être un déclic sur la relation avec la nourriture, de comprendre qu'effectivement on peut avoir de l'énergie quand on ne mange pas, et de relativiser le rôle de la nourriture par rapport à l'énergie qu'on peut en tirer. Donc ça peut être une aide au démarrage, et très souvent après les jeûnes, on se rend compte que les gens changent d'hygiène de vie, mais par la prise de conscience, pas par la volonté, pas parce qu'ils ont compris des choses, parce qu'ils ont senti des choses, parce que peut-être ils sont plus à l'écoute de leur corps, et je pense que le jeûne pour ça a vraiment un rôle qui permet une prise de conscience. Mais c'est pas une baguette magique. Donc le jeûne va permettre de nettoyer les fonctions d'assimilation et d'élimination, c'est-à-dire que même des gens qui sont maigres, alors bien sûr, trop maigres, on ne peut pas jeûner, il faut quand même, vous avez vu, avoir une certaine quantité de réserve de graisse. Il y a des solutions intermédiaires pour les gens qui sont très maigres, ça peut être des monodiètes, ça peut être des cures de jus de légumes, qui vont avoir aussi un effet très nettoyant. Mais quelqu'un qui est maigre et qui n'arrive pas à prendre de poids, c'est toujours un truc qui m'a laissé rêveuse, ça, mais il y en a. Ça peut être aussi parce que la fonction d'assimilation des aliments est encrassée. Et souvent, des gens maigres qui viennent jeûner vont perdre du poids, effectivement, donc c'est toujours un petit peu inquiétant. Mais quand ils se remettent à manger, ils reprennent du poids, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire avant. Parce que ces fonctions d'élimination, pour ceux qui ont des problèmes d'élimination, ou d'assimilation, pour ceux qui sont trop maigres, sont nettoyés. Pendant le jeûne, on perd quoi? On perd de la graisse, puisqu'on fait les corps cétoniques. On perd de l'eau de rétention, je vous ai dit, par rapport au sel et par rapport à ce qui sert à stocker le glucose. On perd des toxines. On perd des cellules mortes et on perd des cellules défaillantes. On perd du poids. On en reprend après un petit peu. Adaptation neuronale. Alors, pendant le jeûne, comme pendant un exercice physique intense, comme pendant un exercice mental, le cerveau va produire des protéines spécialisées qui renforcent les neurones et augmentent le nombre de connexions. Mon explication là-dessus, c'est qu'il va en fait favoriser le fonctionnement du cerveau
pour sa sauvegarde, pour trouver des idées, pour trouver à manger. Donc en fait, il va stimuler la machine pour qu'elle fonctionne du mieux possible. Alors il y a les travaux d'une Française que j'ai découvert en faisant mon mémoire sur le jeûne. Une Sandrine en plus. Le docteur Sandrine Thuret, qui travaille au laboratoire du King's College de Londres. Vous pourrez trouver ces vidéos sur Internet. Elle a fait une étude sur l'alimentation et son impact sur l'hippocampe, hein, c'est une petite partie du cerveau, et sur le jeûne. Et en fait, ce qu'elle a mis en évidence, c'est que pendant le jeûne, on fabrique des neurones. Voilà, on pensait jusque-là que la fabrication de neurones n'était pas possible. Eh bien, c'est des travaux qui sont tout récents, hein. Sandrine Thuret, vous regarderez, il y a une vidéo où elle explique, elle fait une présentation à des confrères et c'est assez accessible et elle explique tout ça. En tout cas, au niveau de l'hippocampe, qui gère la mémoire, qui gère les humeurs, qui gère les émotions, eh bien, elle a prouvé qu'il y avait fabrication de neurones. Les hormones, alors quand on jeûne, il y a plein de choses qui se passent aussi au niveau des hormones. On va avoir une augmentation du cortisol parce que le cortisol, ça sert à gérer le stress, parce que le jeûne est quand même un stress pour le corps, hein, il faut savoir, c'est quand même, il est quand même, pour lui, il ne sait pas combien de temps ça va durer, pour lui c'est une situation de stress. Mais c'est un stress, c'est un bon stress, et le stress va être nécessaire, vous allez voir pourquoi, pour enclencher l'autorestauration justement. Donc le cortisol qui a aussi des vertus anti-inflammatoires. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont des problèmes de maladies inflammatoires, quand ils font un jeûne, voient ces douleurs diminuer. Une augmentation de la dopamine, qui est une hormone euphorisante. Une augmentation de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Une diminution de l'insuline, puisqu'effectivement on a moins de sucre dans le sang, donc le corps a plus besoin de stocker, donc le pancréas, en tout cas pour la partie fabrication d'insuline, va être au repos. Les hormones de la thyroïde, T3, T4, c'est celle c'est la pédale d'accélérateur et de frein, si vous voulez, du corps. Donc comme le corps il va se mettre plutôt en repos, eh bien ça va être un repos aussi de la thyroïde en fabriquant moins d'hormones et le métabolisme se calme. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le rythme cardiaque diminue un petit peu, la tension diminue, le corps se met au ralenti. Adrénaline et noradrénaline, donc ça c'est vraiment les hormones du stress, dont le taux augmente au départ, parce que le jeûne, ce que je vous disais, est un stress, mais en même temps, l'adrénaline va jouer le même rôle que le glucagon. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, le glucagon, c'est ce qui va permettre de déstocker des réserves. L'adrénaline a le même effet. Donc elle va venir en renfort du pancréas, et c'est elle qui va permettre donc d'enclencher le déstockage des triglycérides, d'accord, et la fabrication des corps cétoniques. Donc c'est le stress à ce rôle-là. Ça va? La sanogénèse, donc ça va être la mise en route des mécanismes d'autorégulation. Donc c'est ce que je vous disais, pendant le jeûne, il y a toujours 4% à peu près de glucose qui va être produit à partir des protéines, mais le corps va utiliser pour ça les cellules qui sont défectueuses et celles qui peuvent ensuite dégénérer, donc d'où ce travail de grand nettoyage qui va avoir des répercussions au niveau des émonctoires. Donc ça aussi c'est les effets glamour du jeûne, c'est-à-dire que généralement on a une haleine de coyote pendant quelques jours, on peut avoir une odeur de transpiration qui est pas top. Pourquoi? Parce que c'est les toxines qui sortent, c'est normal. Donc, quand vous êtes dans un groupe de jeunes, tout le monde en est au même stade. Donc, il y a des discussions qui sont un peu surréalistes, mais finalement, on en rigole et puis ça se passe bien, quoi. Il peut y avoir des manifestations sur la peau, des boutons, voilà. Tout ça, c'est le corps qui se nettoie et c'est bon signe. Ça veut dire que les poubelles étaient stockées dans la cave, vous les mettez dans le couloir. Si on les laisse dans le couloir, c'est pas top. Effectivement, ça va pas se voir à l'extérieur, tout va être propre, mais ça reste dedans. Et en fait, il faut les sortir dehors, les poubelles. On ne les laisse pas dans le couloir. Et quand ça sort par la peau, par l'urine, par les selles, enfin vous n'avez plus de sel quand vous jeûnez, mais c'est bien, c'est que votre corps a la force de le faire et fait le nettoyage. Donc merci.
On est content quand on a une haleine de coyote, on est content quand on a une sueur qui sent mauvais, c'est qu'on nettoie. Les poumons, alors moi je me souviens la première fois que j'ai jeûné, il n'y a personne qui était avec moi en jeûne, la première fois que j'ai jeûné, j'ai toussé, j'ai empêché de dormir tout le groupe, c'est simple. Pourquoi? Parce que j'ai éliminé tout un tas de mucosité. Moi, mon système fort, je suis ce qu'on appelle une respiratoire, donc chez moi tout sort par les poumons. J'ai toussé parce que j'ai éliminé un tas de mucus en fait par les poumons. Au niveau du vagin, parce que chez les femmes c'est un émonctoire, le vagin, c'est une porte de sortie supplémentaire que le corps va utiliser. Donc on peut avoir des pertes et très souvent on peut avoir ses règles même si c'est pas le bon moment. Donc quand vous partez en jeûne, prévoyez ce qu'il faut, mesdames, si vous êtes encore réglées, parce qu'on peut avoir ces règles qui arrivent. Pourquoi? Parce que c'est aussi un moyen pour le corps de faire le nettoyage. Donc les urines foncées, voilà, la bouche, voilà. Oui, je vous parlais là du docteur Lothar Wendt, qui est un cardiologue allemand, qui explique que le corps, lui, il a fait des recherches, et sa théorie, c'est que le corps garde les excédents de protéines, donc quand on mange beaucoup de viande, par exemple, dans les tissus conjonctifs, et en fait, ça va rétrécir les vaisseaux, ça va charger ces tissus, et il va y avoir beaucoup moins d'échanges au niveau des capillaires, puisque vous savez que les échanges entre les cellules et le sang, ça se fait par des tout petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires. Mais quand les tissus sont tellement surchargés en protéines, en fait, les échanges se font mal. Et pour lui, c'est vraiment la première étape de l'artériosclérose. Et donc, le jeûne va aller chercher ces protéines et va faire le nettoyage de ces tissus en préventif. Autre effet du jeûne, changement du comportement des cellules, on a un petit peu parlé tout à l'heure. Alors ça, c'est les travaux de Walter Longo, qui a étudié le comportement des gènes des cellules. Donc il a pris en fait des cellules du foie, du cœur et du muscle avant le jeûne et pendant le jeûne. Et il a regardé comment s'exprimaient les gènes de ces cellules. Donc avant le jeûne et au bout de 2 jours de jeûne. En fait, il s'est rendu compte que le jeûne modifiait le comportement de ces cellules. Et ce que ça veut dire, en langage scientifique, ça veut dire que les cellules se sont mises en mode de protection. Pourquoi? On est en stress, on est en période de disette, donc les cellules se protègent. Dans la mémoire des gènes, on a ce mécanisme-là, nos cellules savent faire ça. Quand il a eu fait ça, il s'est dit, et sur les cellules dégénérées, qu'est-ce qui se passe? Donc il a pris des cellules cancéreuses. Et il a fait la même chose. Les cellules cancéreuses, c'est des cellules qui génétiquement fonctionnent mal, qui deviennent un peu folles. Donc il a pris une cellule seule, une cellule cancéreuse, jeûné pendant 2 jours. Est-ce que ça modifie le comportement? Oui. Simplement, ce qu'il a prouvé, c'est que sur les cellules cancéreuses, ça les modifie à l'inverse. Parce que c'est des mémoires qui ont perdu, c'est des cellules qui ont perdu la mémoire en fait. Donc qui ne savent plus fonctionner, qui sont tellement, les cellules cancéreuses, elles sont très avides de sucre et de glucose, elles sont grandes consommatrices de glucose. Et donc c'est tellement le jeûne, un environnement qui ne leur plaît pas, qu'elles se mettent pas elles en protection, elles se mettent en hyper pour attraper vraiment tout ce qui se passe. Et si ce qui se passe c'est de la chimio, eh ben elle l'attrape beaucoup plus. Donc ça c'est des travaux qu'il a fait pour l'instant sur des souris. Il y a des travaux qui sont en train de se faire en Allemagne. Je vais vous en parler tout à l'heure, qui ont été faites là-dessus, à ce niveau-là sur des humains, par rapport justement au jeûne, à la chimiothérapie. Alors toujours pareil, ça va être publié au printemps, ça. On attend les publications, ça va être publié au printemps. Toujours pareil, ça, on est dans le cadre du jeûne thérapeutique. Nous, en naturopathie, c'est du jeûne préventif. Je vous montre tout ce qui se passe avec le jeûne. Mais quand quelqu'un a un cancer, il ne va pas jeûner avec un naturopathe, on est bien d'accord. Ça, c'est un traitement médical, c'est un suivi médical. Au niveau psychologique, donc là, il y a tous les travaux du docteur Nikolaïev, puisque lui, il était psychiatre. En fait, il a fait ses découvertes parce qu'il a fait jeûner des gens qui étaient internés psychiatriques et qu'il en a eu marre de les forcer à manger. Et il y en a un qui s'est arrêté de manger et qui, petit à petit,
a récupéré un comportement social et est sorti de sa maladie psychiatrique. Donc première semaine, il a prouvé que le jeûne avait des effets stimulants et antidépresseurs. Deuxième semaine, des effets calmants. Et à la reprise alimentaire, effectivement, on a cette sensation de plénitude, de bien-être, avec des effets stimulants et antidépresseurs. Sur la psychologie, aussi sur la connaissance plus approfondie de son corps, ça c'est vraiment important et c'est vraiment une étape qui permet d'avoir un déclic, d'avoir une plus grande confiance en son corps et en ses possibilités. Et puis aussi cette sensation de libération vis-à-vis de la nourriture. Parce que souvent, on fait des réserves comme si, alors qu'il y a des supermarchés à tous les coins de rue, mais on a des réserves et de la nourriture plein les placards. Et voilà, c'est juste cette prise de conscience-là qu'aujourd'hui, on ne peut pas mourir de faim, quoi. C'est, je veux dire, où qu'on soit, on a un supermarché à portée de main, quoi. Donc voilà, ça permet de faire un travail sur la peur de manquer. Modification de comportement. Donc ça, c'est important à avoir à l'esprit parce que le jeûne a aussi été utilisé dans les sectes. Donc il faut être aussi vigilant là-dessus, ça existe. Hein. Ça fait beaucoup de tort aux jeunes, mais ça existe. Donc il faut en avoir conscience. Il faut aussi savoir où on va jeûner et avec qui, c'est important. Donc changement des schémas comportementaux, ça veut dire aussi que c'est l'occasion de se débarrasser des addictions. Il y a des gens souvent qui arrivent, fument, et puis très vite n'ont plus envie de cigarettes, et puis finalement arrêtent de fumer. Donc il y a ceux qui reprennent après, mais il y a ceux aussi qui en profitent pour arrêter de fumer. Et c'est comme ça avec toutes les addictions, par rapport au grignotage, par rapport à l'alcool, par rapport à la suralimentation. Souvent, effectivement, on constate qu'il y a un changement d'hygiène de vie après le jeûne. Le temps. Alors ça, moi, c'est un truc qui m'avait vraiment étonnée la première fois. C'est-à-dire que quand on arrête de faire les courses, de faire à manger, de faire la vaisselle, il reste un temps dans la journée, c'est phénoménal. Alors ça, c'était incroyable. Donc c'est bien parce que c'est un temps qu'on peut utiliser justement quand on est en jeûne, quand on est dans un groupe, qu'on va pouvoir utiliser pour faire autre chose qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, de prendre un petit peu de recul, de réfléchir un peu sur soi, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas. Et c'est assez étonnant. Baisse de la libido, ça arrive. Alors, mon interprétation des choses, c'est que quand c'est la pénurie qu'il n'y a pas à manger, c'est pas le moment de faire des petits. Donc il y a une baisse de la libido, ça paraît être une réaction logique du corps, je vous rassure, après ça revient. Ah oui, je vous ai parlé du peuple Hunzas, c'est un peuple, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui vivait jusqu'à il y a assez peu de temps dans une vallée de l'Himalaya, coupée de tout, hein, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Et donc c'est des gens qui vivaient simplement de leur production locale. Ça veut dire que quand arrivait le printemps, souvent ils avaient fini leurs réserves et donc au printemps ils avaient une grande période de jeûne où ils continuaient à vivre tout à fait normalement, à préparer les semences, à préparer la suite, mais ils n'avaient plus à manger parce que les réserves étaient épuisées. Et tout allait bien, il n'y avait pas de maladie chronique. Et puis la civilisation est arrivée, maintenant les hommes vont travailler, ils rapportent de la farine, du sucre, des conserves, des choses comme ça, donc ils ne souffrent plus de la faim entre guillemets, mais par contre sont arrivées toutes les maladies chroniques de la civilisation, les caries dentaires, les affections biliaires, les rhumes, etc. etc. À méditer. Les contre-indications du jeûne. Alors il y en a. Ça, c'est une liste que je vous donne. Si vous avez un doute, vous allez voir votre médecin et vous lui en parlez. De toute façon, dans les centres de jeûne, en tout cas dans les centres de jeûne de la Fédération française de jeûne et randonnée, si vous avez une maladie, on ne vous acceptera pas en jeûne, sauf si vous avez un certificat médical. Hein ? Insuffisance hépatique, insuffisance rénale. Pourquoi je vous ai dit le foie et les reins, c'est des émonctoires, donc ils vont travailler beaucoup pendant le jeûne parce qu'ils vont avoir pas mal de toxines à nettoyer. S'ils sont défaillants, on ne va pas leur donner plus de boulot. C'est pas logique. Ulcère à l'estomac,
parce que quand on a un ulcère, qu'on arrête, ça peut faire en fait ressortir plein de choses à ce niveau-là. Et en tout cas, ça veut dire qu'on va... L'ulcère à l'estomac, c'est que l'estomac a plus sa protection, parce que l'estomac, c'est de la viande en fait. Et on va sécréter dans l'estomac de l'acide qui va permettre de digérer la viande. Donc l'estomac, pour ne pas s'auto-digérer, il a une protection. Un ulcère, c'est que cette petite partie de protection s'en va. Donc du coup, ça ferait que accélérer les choses et en tout cas aggraver la situation. Pathologie avec traitement médical, évidemment, sauf si vous avez un certificat de votre médecin qui vous dit c'est ok, vous pouvez jeûner. Pour des raisons physiologiques, c'est-à-dire qu'évidemment quand on est enceinte et qu'on allaite, on ne va pas jeûner parce qu'on ne va pas mettre en circulation des toxines qui vont aller dans le sang et donc dans le fœtus. Obésité, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Manque de vitalité, parce que si vous n'avez pas la vitalité pour mettre les poubelles jusque dehors, c'est pas la peine de faire un jeûne. Votre corps n'aura pas la force de réagir, et donc le jeûne ne sera absolument pas bénéfique, voire dangereux. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des solutions intermédiaires dans ces cas-là. Vous pouvez faire des monodiètes, vous pouvez faire des journées avec des jus de légumes ou des jeûnes plus courts. Il faut moduler. Un naturopathe saura vous conseiller là-dessus. Pour des raisons psychologiques, par exemple, si en cas d'anorexie, même si on a été anorexique il y a longtemps, eh bien, il faut faire attention parce que ça peut redéclencher. C'est quand même des gens qui sont fragiles sur ce plan-là. Donc, ça peut redéclencher une anorexie. Et la peur. Jeûner, pour moi, ça doit être un cadeau qu'on se fait, ça doit être un plaisir. Alors, bien sûr qu'il y a toujours une appréhension, ça c'est autre chose. J'espère qu'avec les explications que vous aurez eues ce soir, elles seront un petit peu levées. Mais en tout cas, si on a peur, si on a trop peur, eh ben c'est peut-être tout simplement que ce n'est pas le moment. Et il faut respecter ça aussi. Les biothérapies, donc là je vous donne rapidement quelques exemples, mais voilà, dans les centres de jeûne où vous irez, il y a des naturopathes, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner et qui sauront vous dire, donc quand on est fatigué, on dort, on se revitalise, on peut utiliser des fleurs de Bach. Les maux de tête, ça va être boire et bouger, ce que je vous disais tout à l'heure, de l'huile essentielle de menthe ou de lavande qu'on va appliquer sur les tempes, parce que c'est des vasodilatateurs. Les courbatures, les crampes, on va boire, on va utiliser des plantes un peu plus diurétiques pour favoriser l'élimination. Le savon de Marseille, puisque là les crampes c'est un manque de potassium et que la potasse du savon de Marseille va passer à travers les pores de la peau. Les massages, dans beaucoup de centres de jeûne, vous avez la possibilité d'avoir des massages. Les nausées, on va aider le foie, la fameuse bouillotte sur le foie, des tisanes. Toujours marcher, respirer. Même si on ne fait pas la balade de 3 heures, c'est important de sortir, de faire un petit tour, de mettre tout ça en circulation. Pour les palpitations, aller doucement, utiliser la tisane d'aubépine. Enfin bon, il y a plein de choses qui sont à disposition pour vous accompagner dans ces processus qui sont, une fois de plus, je vous le dis, normaux. Se préparer au jeûne. Le jeûne, c'est un choix intime. C'est-à-dire quand c'est l'heure, et généralement on le sent. Et déjà, quand on est dans cette démarche-là, ça facilite beaucoup les choses. Supprimer avant ce qui n'est pas indispensable, c'est-à-dire l'alcool, le tabac, par exemple. Faire une descente alimentaire une semaine avant. Donc ça, c'est pareil, quand vous vous inscrivez dans les centres de jeûne, on vous envoie les instructions, mais on va arrêter d'abord les protéines animales, les protéines végétales, les féculents, et puis les 2 derniers jours, ça va être des légumes et des jus de légumes. Pourquoi ? Pour petit à petit vider l'intestin pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Se libérer du quotidien, je pense que c'est important aussi. Alors il y a des gens qui arrivent à jeûner chez eux avec leurs enfants. Je suis très admirative de ça, parce que moi j'y arrive pas. D'abord, c'est important de se sortir du quotidien, parce que c'est un rendez-vous avec soi. Et je trouve que dans un groupe, c'est bien parce qu'on s'aide, on s'entraide, il y a une émulation, on rencontre des gens, on est tous dans le même bateau et je trouve que ça facilite un peu les choses. Après, c'est ma vision,
Et une fois de plus, ce qui est important, c'est de vous respecter et de trouver la solution qui vous convient. Donc de vous écouter. Donc faire le bon choix, jeûner seul, jeûner à deux, jeûner en groupe, ça, il y a plein de solutions. Le choix du lieu est important aussi. Hein. Pour moi, il faut que voilà, ce soit un lieu calme, ouvert, où on puisse aussi se nourrir autrement. Alors après, dans les centres de jeûne, il y en a plein. Il y en a qui proposent du yoga, il y en a qui proposent des jeux. Il y a plein de choses. Donc vous pouvez vraiment trouver ce qui vous convient à vous. Faire un nettoyage intestinal, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, avant pour le jeûne, soit par la purge, soit par le lavement, soit par l'hydrothérapie du côlon. Alors c'est pareil, le lavement, c'est un truc... mais même nous, hein, quand on nous en a parlé au début, je me souviens quand j'ai fait mes études de naturopathe, ça a été un grand moment, mais parce qu'on n'a pas tellement l'habitude, mais ça se passe bien. On vous explique, quand vous arrivez normalement dans un centre de jeûne, on peut vous expliquer comment ça se fait, on vous accompagne et voilà. On y survit très bien. C'est surtout qu'une fois qu'on a senti les bienfaits, on devient vite adepte. Quelques précautions pendant le jeûne, boire plus. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Déjà parce que quand vous arrêtez de manger, dans les aliments que vous mangez, vous avez beaucoup d'eau. Donc vous n'avez plus cet apport d'eau. Donc il faut déjà boire plus pour ça. Et en plus, parce que vous allez remettre des toxines en circulation, donc il faut autant plus d'eau pour pouvoir filtrer tout ça, diluer ces toxines et les éliminer. Donc ça, c'est votre job du jeûne, c'est boire. Bouger, faire une activité douce de plusieurs heures par jour. Donc ça, c'est pareil, suivant les centres de jeûne. Vous avez des centres de jeûne qui sont dans des régions plus montagneuses. Vous avez des centres de jeûne qui sont dans des régions où les randos sont plates. Regardez ça aussi quand vous vous inscrivez, parce que c'est important. Et ça, c'est vraiment en fonction de vous, de votre condition physique, de ce que vous avez envie de vivre. Voilà. Mais c'est aussi un élément à prendre en compte. Préparer sa reprise, ça je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui doit se faire doucement. Pour moi, c'est vraiment le moment le plus compliqué du jeûne. Donc évitez les invitations de la semaine de retour, hein, pour remettre le tube digestif en route, tout en douceur. On ne se fait pas du bien en se faisant du mal, il faut vraiment faire les choses en douceur avec son corps. Je vous ai mis cette petite phrase de Georges Bernard Shaw que j'aime bien. Il dit « N'importe quel sot peut jeûner, mais seul le sage sait terminer convenablement son jeûne. » Choisir son jeûne. Alors, il y a plusieurs types de jeûne. Déjà dans la durée, on peut jeûner un jour, 2 jours. Hein. C'est aussi intéressant le jeûne intermittent, un jour par semaine, par exemple. C'est plus un repos gastrique qu'un jeûne, parce que sur une journée, vous avez vu, on ne se met pas en auto-restauration, mais c'est déjà énorme pour le système digestif. Ça peut être une préparation. Ensuite, il va y avoir différents types de jeûne. Il y a le jeûne hydrique, c'est-à-dire qu'on arrête de manger, mais on continue de boire. Ça va permettre d'éliminer tous Alors, on a 2 types de déchets. Les cols, qui viennent des amidons, et les cristaux. Les cristaux, ils sont hydrosolubles, donc quand on fait un jeûne hydrique, on va surtout éliminer des déchets cristalloïdaux. Le jeûne sec. Alors ça, c'est un jeûne qui consiste à ne pas manger et ne pas boire. Alors attention, enfin à mon sens, on ne commence pas par ça. Je vous en parle parce que ça existe. Donc là, on va plus éliminer parce qu'on va aller chercher l'eau. Comme on n'apporte plus d'eau, alors ça se fait, c'est très court, hein, c'est sur une journée parce qu'on meurt beaucoup plus vite de soif que de faim. Sur une journée, donc on va aller chercher des déchets qui sont... On va aller chercher l'eau en fait au niveau des liquides intracellulaires, extracellulaires. Donc on va aller chercher très profond et on va faire remonter des déchets très profonds. Mais voilà, c'est plus court, c'est sur une journée, et je vous en parle parce que ça existe, mais à mon sens, on ne commence pas par ça. Et mixte, donc ça veut dire que vous allez faire une semaine de jeûne, et puis dans votre semaine de jeûne, vous allez faire quelques heures ou une journée sans boire, et vous recommencez. Voilà sur le jeûne. Est-ce que ça va? Est-ce que, au niveau de ce qui se passe, du métabolisme, c'est un petit peu plus clair pour vous? Alors, il nous reste un petit peu de temps. Je vais vous parler de la
de la recherche, parce qu'il se passe, comme je vous disais tout à l'heure, plein de choses. Donc ces recherches scientifiques, effectivement, elles sont faites dans un cadre médical. Hein, on va parler là de traitement et de symptômes. Donc on sort du cadre de la naturopathie. Je vous parle du jeûne thérapeutique, qui ne sera pas pratiqué en naturopathie. Mais bon, c'est intéressant quand même de voir tout ce qui se passe, et ça permet aussi d'apporter d'autres éclairages sur ce qui se passe pendant le jeûne. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur les corps cétoniques. Alors les détracteurs du jeûne, effectivement, expliquent que les corps cétoniques, c'est dangereux parce que ça acidifie beaucoup le corps. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une étude qui a été faite sur 36 adultes sains à qui on a fait consommer pendant 5 jours des corps cétoniques. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en jeûne, on les met en situation de jeûne artificiel, on donne simplement au corps des corps cétoniques. Et il a été prouvé que plus on donne des corps cétoniques, plus on en retrouve dans les urines, donc plus le corps les élimine. Donc il sait quand même réguler ce taux-là. Ça devient dangereux au-delà de 2 grammes par kilo de poids. Là, il y a des effets indésirables, des nausées, des vomissements, des constipations, des flatulences. Et dans les cas extrêmes, acidose métabolique, insuffisance rénale, œdème cérébral. Sur un jeûne d'une semaine, non. Donc ça, pour la mise en garde. Maintenant, sur les résultats des travaux sur les corps cétoniques. Alors d'abord, on est en train de se rendre compte que c'est un super dopant. Ce sont les militaires qui ont trouvé ça. Ils ont fait une boisson qui s'appelle la boisson Delta G, c'est bien un nom de truc militaire. Ils ont donné ça aux militaires, ils ont donné ça aux athlètes. Donc ils ont créé une situation de jeûne artificiel. Et en fait, c'est un peu inédit pour le corps, parce que soit il a du glucose, soit il a du corps cétonique. Là, il s'est retrouvé avec les deux. Et ce qui a été intéressant de voir, c'est que le cerveau et le corps a préféré utiliser les corps cétoniques plutôt que le glucose. Ce qui a été révélé comme effet, c'est un plus grand confort dans l'exercice, un prolongement de l'effort intense plus soutenu, donc une réduction de la consommation de glucose, et donc en fait ça favorise sa mise en réserve, et un retard et la limitation de la production d'acide lactique. C'est ce qui donne l'acide lactique, c'est ce qui donne les crampes quand on fait un effort soutenu. Donc vous imaginez bien que les sportifs, ça les a intéressés tout ça. Il y a plein des études, je vous les ai mis les références à la fin. Il y a un centre antidopage, je crois qu'il y a à Montpellier, qui est en train de faire des études là-dessus et de se demander si c'est considéré comme dopant ou pas. En neurologie, sur les épileptiques, il y a eu des expériences de fait, pareil, avec des corps cétoniques, sur des enfants qui étaient réfractaires aux médicaments. En fait, on leur a donné des corps cétoniques et ça a réduit de 40% la fréquence des crises. Amélioration des performances cognitives, donc ça c'est sur des expériences qui ont été faites sur les malades d'Alzheimer. Les malades d'Alzheimer, en fait, le cerveau n'arrive plus à capturer comme il faut le glucose. Et en fait, on s'est rendu compte que par contre, les corps cétoniques, il arrivait toujours à les capturer, enfin qu'il les capturait plus facilement. Donc on a fait des tests sur des souris atteintes d'Alzheimer, à qui on a donné des corps cétoniques. Et donc, en fait, la maladie d'Alzheimer, c'est des plaques qui se forment dans le cerveau. Et on a vu que ça avait une action sur la formation de ces plaques, donc que les signes diminuent, et que le degré d'anxiété diminue, et que l'apprentissage et la mémorisation s'améliorent. Au niveau du stress, les corps cétoniques aident les cellules à résister au stress et diminuent la production de radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des molécules en fait qui sont responsables du vieillissement, hein, qui vont aller piquer des molécules d'oxygène et qui vont accélérer le processus de vieillissement. Et donc les corps cétoniques ont aussi un effet à ce niveau-là. Résistance à l'insuline et au diabète, donc une expérience conduite chez des diabétiques de type 2, à qui on donne toujours cette boisson cétonique. Donc on s'est rendu compte que ça fait baisser le poids, donc ils maigrissent, et une baisse dans le sang du taux de glucose, du cholestérol et des triglycérides. Ce qui est logique puisqu'on a dit que ça avait les mêmes effets que l'insuline. Donc tous les travaux du professeur Longo dont je vous parlais tout à l'heure,
sur le cancer et la chimiothérapie, hein, puisqu'en fait, comme je vous le montrais tout à l'heure, quand on crée un environnement de jeûne, les cellules normales se mettent en protection et les cellules cancéreuses ne s'adaptent pas. En plus, quand on jeûne, on n'a plus d'hormones de croissance et on sait que les hormones de croissance, c'est ce qu'il faut arrêter parce que c'est ce qui provoque la croissance des cellules. Donc une étude a été faite sur 10 patients qui ont jeûné avant leur traitement et d'autres non. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plus d'effets, il y a beaucoup moins ou plus d'effets secondaires de la chimiothérapie quand on jeûne quelques jours avant de recevoir le traitement. Si vous avez vu le reportage Le Jeûne Nouvelle Thérapie, c'est une juge américaine qui a entendu parler des travaux de Longo alors qu'on venait de lui diagnostiquer un cancer. Donc elle a fait un jeûne, elle n'a pas eu d'effet secondaire à sa chimio. Et puis elle en a parlé à son médecin qui lui a dit « je préférais que vous recommenciez à manger ». Elle a mangé et par contre, les 2 fois où elle a mangé, elle a eu tous les effets secondaires de la chimio. Donc ça, c'est le professeur Michelsen, je vous en parlais, de l'hôpital universitaire de la Charité à Berlin. C'est lui qui va publier des travaux là au printemps, justement sur le jeûne et la chimiothérapie. Donc si ça vous intéresse, surveillez un petit peu ça, parce que quand ça va sortir, ça va être assez intéressant. Lui, il a fait des recherches sur l'arthrite rhumatoïde, donc il prouve que le jeûne aide à l'amélioration de l'arthrite. Pareil pour l'arthrose du genou et de la hanche. Ça, c'est le docteur Ullmann. On constate des progrès au niveau de la douleur et de la souplesse, mais dans ces études qu'il a faites, il n'y avait pas de groupe témoin. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer l'effet placebo de l'étude. Toujours le professeur Michelsen qui a fait des recherches sur la fibromyalgie. Pareil, il a comparé ses résultats avec les résultats d'un autre hôpital qui donne les mêmes traitements, simplement il n'y a pas de jeûne, alors que lui a ajouté le jeûne. Et donc il s'est rendu compte que les résultats étaient meilleurs avec le jeûne au niveau de la douleur, de l'angoisse et du stress des patients. Les maladies coronariennes, donc ça c'est une étude qui a été faite avec la coopération des Mormons, puisque il y en a beaucoup qui pratiquent le jeûne régulièrement. Et donc c'est une étude qui a été faite par un groupe de cardiologues et qui a mis en évidence que le risque d'avoir une maladie coronarienne est divisé par 2 dans les populations qui jeûnent régulièrement. Au niveau des récepteurs du corps, ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple pour l'insuline, le jeûne réactive les récepteurs et permet même d'en fabriquer de nouveaux, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc une étude sur 2 groupes aux États-Unis, un groupe qui jeûne 2 jours par semaine et l'autre qui est simplement en restriction calorique de 30%. Et en fait, on étudie que la sensibilité des capteurs à l'insuline, il y a beaucoup de bien meilleurs résultats avec le jeûne qu'avec la simple restriction calorique. Voilà. Toujours le professeur Michelsen. Sur la longévité, ça on en a parlé, qui prolonge la vie selon lui de toutes les espèces. Alors lui, il a fait des essais sur les levures, sur les rongeurs, sur plein d'espèces, en moyenne de 20 à 50%. Le professeur Bierhaus, qui explique et qui a mis en évidence que chaque repas est une stimulation stressante pour le corps, qui génère une réaction du système immunitaire. C'est normal, on fait entrer dans le corps des éléments étrangers. La nourriture, c'est des éléments étrangers sur lesquels il peut y avoir des bactéries. Donc, dès qu'on mange, c'est normal, le système immunitaire se met à l'affût. Voilà. Pour terminer, je vous ai mis la littérature sur le jeûne, il y en a de plus en plus, il y en a plein. Là, je vous ai mis juste trois livres que je trouve bien faits et assez accessibles. Donc, il y a le livre Le Jeûne Nouvelle Thérapie qui est sorti après le reportage. Le reportage, vous le trouvez sur YouTube. Il est vraiment, vraiment chouette et vraiment bien fait. C'est Thierry Lestrade, le journaliste, qui a fait ça. Et il a sorti après un livre, parce qu'il n'avait pas pu tout dire dans son reportage, qui vient de sortir en poche. Donc vous le trouvez, en plus il est pas très cher. Le jeûne de Gisbert Bolling, qui est vraiment
le pionnier, le cow-boy du jeûne en France, puisque lui, il a un centre de jeûne qui doit avoir 20 ou 25 ans. Donc il a commencé à une période où c'était pas vraiment la mode. Et l'art de jeûner de Françoise Villemy de Toledo, donc c'est elle qui est responsable des cliniques Buchinger, elle est médecin, et elle a fait un livre où vraiment elle explique le métabolisme du jeûne, ce qui se passe, et c'est super accessible, c'est très clair et c'est très complet, je trouve. Toutes les recherches là, dont je vous ai parlé, vous les trouverez sur un site qui s'appelle www.fasten.tv. F-A-S-T-E-N, c'est en allemand. C'est le congrès international du jeûne qui a eu lieu en juin 2013, où se sont retrouvés donc beaucoup d'Allemands, des Américains, des Français. Donc vous avez toutes les conférences de Longo, de Michalzen, de Françoise Villemy de Toledo, qui expliquent justement qu'ils font un état des lieux de la recherche sur le jeûne un petit peu dans le monde. Il y a des choses intéressantes et toutes les recherches dont je vous ai parlé là, c'est sur ce site-là. Vous les trouvez sur ce site-là. Et puis si vous voulez jeûner, eh bien le site de la Fédération française de jeûne et randonnée, vous avez un portail où vous avez les centres de jeûne qui sont agréés par cette fédération. Donc voilà, disons que alors il y a probablement des centres de jeûne qui sont très bien aussi et qui n'ont pas cet agrément. Simplement, voilà, cet agrément, c'est, vous savez que les gens qui font ça ont été formés, qu'il y a une éthique, qu'il y a une, voilà, il y a une façon de fonctionner qui est commune. Et il y a à peu près, je crois, une trentaine de centres. En conclusion, parce qu'on arrive à la fin, j'ai tenu le temps. En conclusion, je voulais faire une conclusion un petit peu plus philosophique parce que j'ai été très sage jusque-là. Je suis restée assez terre à terre. Par rapport à la question qu'on se posait au départ sur le jeûne et la vitalité, donc vous avez vu effectivement pourquoi le jeûne favorise la vitalité, parce qu'il permet ce nettoyage du corps. Mais pour moi, le jeûne, pourquoi est-ce que ça favorise la force vitale ? La force vitale, pour moi, c'est très lié à l'amour. Parce que quand on est amoureux, j'espère que vous en avez tous fait l'expérience, on a une pêche pas possible, et que c'est quand même en théorie de l'amour que vient la vie. Et que quand on jeûne, la réflexion qui m'est venue, et c'est un peu pour ça que sur mes images, je ne sais pas si vous avez vu mes flyers, j'ai pris cette image-là, parce que mon parcours, il a commencé comme ça. Enfin, en tout cas, ce qui a fait que je suis partie de la photo que vous avez vue au début, là où j'en suis aujourd'hui, c'est ça. C'est parce qu'à un moment, je me suis dit, eh ben, je vais prendre un peu soin de moi et je vais m'aimer. Et peut-être qu'à partir du moment où on commence à s'aimer, eh bien, on se donne de la vitalité. Et le jeûne, eh bien, peut-être que c'est un acte, effectivement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai posé un acte où je me suis dit, je m'aime et je prends soin de moi. Et du coup, je me suis donné de la vitalité. Voilà. Je voulais finir sur cette réflexion-là. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, eh bien, allez-y. Je vais tâcher d'y répondre. Merci beaucoup.